On va attendre un petit peu que le monde arrive un petit peu sur le live. D'accord. Voilà, ça commence un petit peu. Voilà, on va commencer. Salut à toutes et à tous. Grégos, le micro papillon, en compagnie ce soir donc de Joseph Bouet, restaurateur, de Jacob Cohen, écrivain, ancien maître conférencier à l'Université de droit de Casablanca. Je vous laisse vous présenter un petit peu, les gars. Joseph, pour commencer, peut-être. D'accord. Moi, bonsoir à tous. Je m'appelle Joseph Bouet. J'ai un restaurant sur l'île, dans le nord de la France. C'est un snack en fait. Je fais que de la vente à emporter et j'ai une alimentation générale sur Valenciennes. C'est à 60 kilomètres de l'île. Et puis, si aujourd'hui je suis avec vous ici sur le live, c'est parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les restrictions sanitaires qui ont été mises en place par le gouvernement actuel. Euh, Dans un premier temps, après, on m'a interdit de. On m'a interdit de faire de la vente à emporter après 20 heures. Et à partir de là, j'ai commencé à me révolter et puis à faire parler de moi dans la presse locale et puis sur les réseaux sociaux en disant que j'étais pas d'accord contre ces restrictions et puis je continuais à vendre malgré tout parce que sinon j'allais tout perdre en fait. J'allais perdre 10 ans d'économie, 10 ans de travail. Et j'ai 4 enfants à nourrir, j'ai ma femme, j'ai 4 employés. Donc, je peux pas me permettre si je respecte la loi, en gros, je fais faillite. Voilà. Le gouvernement, il propose aucune solution adaptée à mon cas, en fait. Donc, jusqu'à la semaine dernière où j'ai vu la ministre, que j'ai interpellée en direct chez Cyril Hanouna, sur le plateau de Balance ton poste. J'ai eu un rendez-vous avec elle, je l'ai vu mardi dernier. Et puis, ils ont enfin compris qu'il fallait travailler au cas par cas sur les restaurateurs et puis sur les commerces de proximité, parce qu'on avait tous des entreprises et puis des problèmes différents. Donc, ils ont commencé à prendre mon cas Considération. ils ont commencé à trouver des solutions pour mon cas à moi. Voilà. Tu as l'impression d'avoir été Voilà, écouté, entendu et compris, en fait. c'est tout. C'est le ressenti que tu as eu de cet entretien, c'est d'avoir été écouté, entendu et compris. Ah, Joseph. Allô? Ouais, tu m'entends? Oui? Vous m'entendez? Ouais, moi je t'entends. Je te demandais juste si suite à cet entretien, tu as eu l'impression d'avoir été écouté, entendu et compris. J'ai été écouté. Comme je viens de dire, ils ont compris que c'était du cas par cas en fait. Mais il y a quelques mois, ils comprenaient pas ça. Par exemple, moi j'ai une entreprise et ils donnaient un fonds de solidarité de 1500 euros par mois par entreprise. Mais moi, mon entreprise, elle a plusieurs locaux commerciaux en fait. Donc je me retrouvais avec deux locales, le restaurant et l'alimentation générale, à percevoir que 1500 euros de fonds de solidarité. Or que j'aurais dû toucher ça fois deux, en fait. Et ça, ils viennent à peine de le comprendre. Et puis, ils vont commencer à mettre en place les aides pour les gens qui sont dans ma situation. D'accord. Quelle solution, selon toi, quelles mesures ils auraient dû apporter pour que ce soit plus juste dès le départ? Euh, ils auraient pu, comment dire, travailler ça tout de suite au cas par en fait. C'est tout de suite voir ça au cas par cas. Ça veut dire que chaque patron a des problèmes différents, chaque patron a un statut différent. Moi, je suis en SARL. Il y en a, ils sont en EURL. Il y en a, ils cotisent. Chacun cotise d'une manière différente. Il y en a qui se versent des salaires. Il y en a qui se versent pas de salaire. C'est du cas par cas en fait. C'est Et dès le complexe. départ, ils auraient dû travailler au cas par cas avec les chefs d'entreprise. Ok. Et du coup, toi, tu as décidé de rester ouvert, hein?
dès le Pardon? départ? Toi, dès le départ, tu as décidé de rester ouvert. D'ailleurs, tu bosses, hein, là. Si j'ai bien compris, là, tu es en train de travailler même. Euh, j'ai pas compris, désolé. Ouais, je disais parce qu'en fait, on a un petit problème là de réseau. Parce qu'en fait, toi, tu es en train de bosser là, à l'heure actuellement, là. Bah, là, je suis en train de bosser, ouais. Je suis en livraison Voilà. toute la nuit. On a été forcé de D'accord. s'adapter, en fait. Donc là, je fais de la livraison, chose que je fais pas en temps normal. Et Parce que toi, tu as décidé de rester ouvert, en tout cas. Dès le départ, tu bah, as catégoriquement refusé finalement ce que le gouvernement imposait, la fermeture. dans un premier temps, j'ai ouvert, j'ai pas respecté la loi. Bon, après, si je continue à faire ça, bah, je me serais retrouvé en prison et puis j'aurais tout perdu. Donc, et vu qu'il y a personne qui m'a suivi dans la France, il y a aucun restaurateur ou aucun commerce qui a voulu désobéir. Euh, Bah là, je me retrouve à. Là, je fais pas de vente à emporter. À 18 h, je fais que de la livraison. D'accord. Parce que tu as été un des seuls finalement à tenir bon. Tu as essayé de rassembler, tu as commencé par des petites vidéos à exprimer ton mécontentement, ta colère, à essayer qu'il y ait une solidarité finalement des petits commerces et des restaurateurs. Et très peu de monde a suivi derrière. C'est ça un petit peu ce qui s'est passé. Bah, c'est ça, en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est du cas par cas. Parce que, par exemple, un restaurateur qui est propriétaire des murs, ça veut dire qu'il n'est pas, qui n'est pas locataire du local qu'il a. Il n'a pas de loyer à payer déjà. Donc, si ce n'est un crédit, mais bon. Euh, et l'État lui donne 10 000 € par mois. Donc, si il est en règle au niveau de l'URSSAF, au niveau des impôts, au niveau du RSI, ses employés, ils sont en chômage partiel. Lui, il perçoit 10 000 € par mois avec pratiquement pas de charge, en fait, parce qu'il y a pas besoin de fonds de roulement, il n'y a pas d'électricité à payer. S'il a débranché ses frigos, ses machines, le restaurant, il tourne pas. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des restaurateurs qui gagnent plus d'argent en étant fermés qu'en étant ouverts. Parce que sur les restaurateurs que je connais, moi, et j'en connais beaucoup dans toute la France, il y en a peu en temps normal qui prennent 5 000 ou voire 10 000 € de bénéfices nets par mois dans leur poche. Et en Et fait, tout le monde l'État n'est pas logé à la aujourd'hui, même enseigne. bah, on n'est pas logé à la même ancienne. Et moi, je suis pas considéré comme quelqu'un qui est entièrement fermé. Donc, je perçois pas les mêmes aides. Moi, on me donne pas 10 000 € par mois. On m'a proposé, c'est juste par rapport à la baisse de chiffre d'affaires et ils font un calcul sur l'année précédente. Mais moi, l'année précédente, par exemple, mon alimentation générale, elle n'était pas ouverte. C'est la deuxième année c'est ma deux, c'est ma deux, c'est ma, en gros, c'était la première année. L'année dernière, c'était la première année d'exercice. Donc l'année D'accord. d'avant, j'avais pas de chiffres, donc pas d'aide. D'accord, d'accord. Ouais, parce que c'est pour ça peut-être que vous n'étiez pas si nombreux finalement à vous être fait entendre dès le départ. Et est-ce que c'est pas pour cette raison finalement qu'il y en a certains qui sont restés un peu plus silencieux que d'autres? Bah, c'est ça. Après, il y a ceux qui veulent pas prendre de risques. Après, je les comprends, hein. Même moi, j'ai 4 enfants, j'ai ma femme. Si aujourd'hui je vais en prison ou si aujourd'hui je perds tout, c'est vrai que je mettrai ma famille dans une situation compliquée. Après, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été comme ça, aller de l'avant. Mais après, je comprends que d'autres gens, même s'ils font, bah, il y en a, ils ont préféré faire faillite, et il y en a, ils se sont donné la mort que d'aller, et paix à leur âme, hein, mais ils ont préféré faire faillite ou se donner la mort que d'aller combattre ce gouvernement, en fait. Ouais. Et selon toi, quelles auraient été vraiment les mesures les plus justes? Alors, on a parlé juste avant. Tu nous as dit qu'il aurait fallu faire du cas par cas. Après, c'est compliqué de faire du cas par cas. Est-ce que justement, voilà, en comprenant que le cas par cas est difficile, est-ce qu'il n'y aurait pas il y aurait pas pu y avoir plusieurs représentants à la rigueur de petites entreprises pour venir exposer justement les difficultés rencontrées avec une fermeture? Est-ce que ça n'aurait pas pu être possible déjà qu'il y ait certains représentants de petites entreprises, tout du moins? Ben, on s'est fait représenter par les syndicats comme l'UMIH ou alors la CGT, mais le problème, bah, c'est que ces gens-là, c'est déjà des gros, ils défendent les gros, et
Bah, ça n'a rien à voir. C'est comme il y avait Manigold, il a déposé plainte contre AXA, son assurance. Il a perçu 500 000 euros de dommages et intérêts. Euh, c'est pas le même gabarit. Lui, c'est un poids lourd. Moi, je suis un poids plume. J'ai 2 petites boutiques. J'ai 33 ans. Ça fait même pas 5 ans qu'elles sont. J'ai même pas 5 bilans. J'ai pas 6 restaurants sur les Champs-Élysées et je fais pas un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros par an. Donc, on a été représenté en fait par des gros qui représentent des gros. Et il y a personne qui a représenté les petits commerces de proximité comme moi en fait. Est-ce que ça t'a semblé, en tout cas, toi, justifié de fermer les restaurants? Bah, en sachant qu'il y a pas de chiffre, il y a aucun chiffre qui dit qu'il y a tant en taux de contamination sur les restaurants. Ils ont aucun chiffre en fait. Les restaurants depuis le premier confinement, ils sont fermés. Donc on peut pas dire que les clusters sont là-bas. On peut pas dire qu'il y a eu tant de morts à cause de ça. Ils ont pas de chiffre. C'est Et ça, c'est quand qu'il je vois n'y a, les, eu aucune étude de fait. Il y a eu aucune étude de fait, hein, clairement, sur le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Ah, et on a perdu Morandini, Jacob. il y avait le chef des urgences françaises, Monsieur Prudhomme. Je lui ai posé la question. Je lui ai demandé si c'était plus risqué de faire ses courses à Auchan un samedi après-midi à 15 heures ou si c'était plus risqué de manger dans un restaurant à table en famille en respectant les distanciations, en respectant les distanciations. Bah, il m'a répondu en direct qu'il était préférable de manger dans un restaurant que d'être à Auchan un samedi après-midi dans la foule avec son caddie. Ce qui paraît aussi, voilà, en tout cas, c'est logique, quoi. Ça paraît logique. Surtout qu'il y a des cuisines, les cuisines collectives les restaurants d'entreprise, par exemple, sont ouverts, quoi. Bah, c'est ce que j'ai dit à Madame Genetet, députée à, à l'Assemblée nationale. Leur restaurant, il est ouvert. Et je leur ai même demandé pour aller manger avec eux là-bas, parce que eux, ils s'assoient à table, ils boivent du champagne, ils boivent du vin rouge, ils mangent entrée, plat, dessert. Et elle m'a dit que c'était un restaurant d'entreprise. Donc, même ce qu'ils disent, ça tient pas debout, en fait. Pour moi, ça tient pas debout. C'est ça, parce qu'à la rigueur, même vous auriez, enfin, c'est ce qui avait été fait déjà au début, c'est qu'il fallait faire des distanciations sociales. On parlait de ça un petit peu dans les restaurants. Ça avait été fait. Donc, en fait, on n'a pas compris vraiment cette mesure ferme, quoi, de fermeture. C'était un peu incompréhensible pour beaucoup de monde. Joseph, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Bah, moi, j'en pense que on a plusieurs Jacob, revendications. excuse-moi, je voulais dire Ah, Jacob. C'est Désolé. Jacob, Joseph. Voilà, je voulais faire intervenir un petit peu Jacob aussi sur le d'accord. sujet. Euh, ok, enfin, pour intervenir là sur ce point-là, je crois que ça montre que finalement le pouvoir, il avait d'autres objectifs en fermant les restaurants que sanitaires, parce que c'est complètement contradictoire. Donc, il y a d'autres objectifs. Bon, évidemment, on ne les connaît pas, mais enfin, on peut les deviner. Bon, mais ce sont des spéculations. Mais il est certain que ces gouvernements ont suivi, français, allemands, anglais, américains, etc., ont suivi des directives, disons, prescrites par on ne sait qui, pour atteindre certains objectifs. Destruction d'une classe moyenne, peut-être récupérer certains commerces, favoriser des gros commerces, etc. Enfin bon. D'ailleurs, le président de Schwab, là, le président qui avait publié le livre de Le Grand Reset en 2020. Donc, il avait annoncé déjà, ça c'est officiel, c'est pas du complotisme, il avait annoncé que d'ici une dizaine d'années peut-être, il y aurait 75%, 80% de moins dans la restauration. Donc, il est probable que ce soit l'application d'un plan. Voilà, qui est dans ce sens, parce que sur le plan sanitaire, il n'y a absolument aucune logique. Sur le plan économique, il n'y a aucune logique. Et même sur le plan de la santé mentale des gens. C'est-à-dire fermer des restaurants, fermer des cafés, des lieux
où on jouit de la vie, où on discute, on échange, etc., où on se renforce le moral, eh ben justement, les fermer, c'est donner un coup au moral des gens. Donc, surtout en cette période. À moins que Macron et ses gouvernements français, allemands, etc., soient bêtes, ce que je ne crois pas. Donc, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils poursuivaient d'autres objectifs. C'est ce qu'on entend beaucoup. C'est ce qu'on entend beaucoup. On a perdu Joseph, là, qui est plus avec nous. Ah. Non, je suis là. Hein, je suis là. C'est parce que je mets le téléphone à l'oreille pour écouter ce que dit Jacob, en fait. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Joseph, du point de vue de Jacob? Qui est le point de vue de beaucoup de personnes, hein, quand même. Je partage l'avis de Jacob. Il y a une part de moi qui croit en ça, et il y a aussi une partie de moi qui dit que le président et ses ministres, en fait, ils sont incompétents, en fait, face à cette crise historique. Et je pense qu'ils ont été dépassés, en fait, par les événements. Et au lieu de faire appel à des gens qui connaissent vraiment la réalité du terrain, comme des restaurateurs ou alors des commerçants de proximité comme moi et les autres personnes avec qui je suis, je pense que c'est plus de l'incompétence et c'est une faute de gestion, en fait. Là, pour moi, c'est une grosse faute de gestion. Et puis pour moi, le président, il faut qu'il s'admette vaincu qui passe les rênes à quelqu'un d'autre, en fait. Moi, je pense plus ça. Mais alors, après, si on est sur un complot mondial ou si on est sur, il y a plein de théories possibles. c'est ça, je suis pas contre. Je te coupe 2 minutes, Joseph. Effectivement, c'est un problème de gestion ou de l'incompétence. Effectivement, si on part du principe qu'on n'est pas justement dans la théorie que Jacob nous amène. Là, par contre, on t'a vraiment perdu, j'ai l'impression. Je te vois plus à l'écran, tu n'apparais plus du tout. On va attendre quelques instants. Ah, c'est pas facile là les lives comme ça en duplex parce que du coup, voilà, il y a des petits couacs comme celui-ci. Non, on est sur du direct. Parce qu'il le fait à partir de son téléphone peut-être. Donc c'est non. Ouais, je sais pas. Ah bon, c'est une hypothèse, je sais pas. Je sais pas, hein, parce que moi je suis avec mon téléphone, là tout se passe très bien après. Donc du coup, non, Joseph, mais je veux dire, il est dans la voiture, il circule. C'est ça. C'est ça. Après, il y a peut-être. Alors, j'ai une demande là. Peut-être que c'est lui qui essaie de revenir. Ouais. Ouais, Joseph. Oui, allô? Oui, on t'avait perdu. Tu nous entends? Oui, je vous entends. Hein. Ouais, on te reçoit très très mal, hein, par contre, là, du coup. Ouais, ça coupe, c'est. Ah, Joseph qui me refait une demande. Alors, hop. Oui, Joseph. Oui, désolé, hein, je vais aller me poser dans le magasin. Là. Ok. Ouais, ça sera peut-être un peu plus simple pour discuter. Là, du coup, là, tu fais des livraisons, Joseph, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est bon. Je suis à vous. Hein. Désolé, je suis vraiment désolé. Voilà, on va reprendre dans quelques instants. Moi, c'est pareil, j'ai un écho là dans le casque. T'es posé, Joseph, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Après, je rentre dans le magasin dans 3 minutes. Là, Ouais. Donc, moi, je disais, on parlait de problème de gestion.
on parlait de problème de gestion, ce qui reviendra à dire effectivement que c'est des incompétents, mais est-ce que justement ils sont pas en train de suivre un calendrier, ce qui ferait en aucun cas d'eux finalement des incompétents, mais des gens qui suivent un plan bien précis, quoi. On est un peu sur ces deux questions. Si c'est ça, moi comme je leur ai dit, si c'est volontaire de leur part de nous détruire, faut faire une révolution. Après, si c'est involontaire, faut qu'ils prennent les gens qui sont compétents et puis qu'on leur donne les bons conseils qu'il faut et puis qu'on s'adapte à ce virus qui va jamais s'arrêter en fin de compte. Ouais, on t'entend pas très bien. Vous m'avez pas entendu? J'ai réessayé quelque chose, là, je sais pas si ça fonctionne mieux. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes collègues, Jacob? Pardon? C'est à moi? Non, Joseph, pardon. Excuse-moi, j'ai beaucoup de mal avec les prénoms là ce soir. J'ai vos deux noms qui s'affichent. Je suis dans le magasin. Ok. Hop. Ah, là on a une belle image là. Voilà. Je te demandais, Joseph, qu'est-ce qu'ils en pensent, toi, la plupart de tes collègues restaurateurs? La plupart des collègues, c'est divisé. Hein. Il y en a, ils pensent qu'ils ont le même avis que Jacob. Après, il y en a, c'est divisé. C'est divisé. C'est vachement divisé. T'as eu du soutien, toi, par rapport à tes interventions? J'ai eu beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien, entre autres les Gilets jaunes aussi, qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup appelé dans leurs médias indépendants. Après, il y a la presse locale aussi. Il y a beaucoup de restaurateurs, beaucoup de commerçants, beaucoup d'intermittents du spectacle. Un peu tout le monde, en fait. Et puis des gens lambda, en fait, des gens qui sont ouvriers ou qui. Et non, ouais, il y a beaucoup de soutien. Mais Quelles sont les plus grosses difficultés, toi, que tu as rencontrées là avec cette fermeture dès le départ? Moi, la plus grosse difficulté, c'est comme vous le voyez bien là. Moi, à la base, c'est un night shop. Hein. Ok, ouais, vas-y, présente-nous un petit peu ton. Moi, c'est un night shop. Je fais mon plus gros du chiffre entre quelle heure et quelle heure? Entre 17h et 3h du matin, en vente à emporter. Et puis du jour au lendemain, on m'a dit à 20h ou 18h, t'arrêtes de faire de la vente à emporter. C'était pas le bon créneau horaire, quoi. Pardon? C'était pas le bon créneau, quoi. Non, c'est comme si on disait à un boulanger qu'il pouvait plus vendre de pain au chocolat de 7h du matin à 15h. C'est pas possible. Hop, attends, j'ai plus d'image. Voilà. Jacob, tu veux dire quelque chose en particulier? Oui, non, ce que je veux dire, c'est que d'abord, j'ai mis un peu au conditionnel la théorie. Disons qu'il y a des choses derrière. Mais il y a plusieurs éléments qui confortent cette thèse. C'est-à-dire, pourquoi d'abord il n'y a pas de discussion claire entre des divers spécialistes? Pourquoi on entend que la même voix, le même son de cloche dans les médias, gouvernements, etc. Pourquoi tous ceux qui osent dire quelque chose de différent sont muselés? Donc, si vraiment le gouvernement cherchait la voie qui arrange tout le monde en fonction des besoins, en fonction des critères sanitaires, l'économie, le moral des gens, etc., il ferait des tables rondes, il inviterait des gens qui ont diverses opinions, et à ce moment-là,
on cherchera, et puis on ira chercher, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait en Suède. Alors, on envoie une délégation, et pendant une semaine, ils reviennent et on dit, voilà ce qui se passe en Suède. Il y a, par exemple, des médecins qui ont guéri avec des traitements, par exemple, comme l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine. Bon, pourquoi l'ordre des médecins leur a dit vous avez soigné, mais si jamais vous parlez, on vous coupe, vous n'êtes plus médecin, vous êtes sanctionné. Donc, il y a tous ces éléments qui tendent à imposer l'idée qu'il y a quelque chose derrière autre que sanitaire. Voilà. C'est pas possible sinon. Voilà. Je veux dire, il y a tellement d'éléments qui renforcent ces thèses qu'on est obligé de se dire il y a d'autres plans. Ils ne vont pas nous le dire, évidemment. Et ne serait-ce que pour instiller, il faut qu'ils maintiennent cet état de peur, d'ailleurs qui est assez partagé, mais de moins en moins pour faire passer leurs objectifs. Voilà. Les restrictions, voilà, on parle de crise sanitaire, d'autres de dictature sanitaire. Effectivement, c'est vrai que là, c'est assez divisé sur ce sujet-là. Moi, c'est vrai que je suis un petit peu dubitatif, un petit peu comme Jacob. Je me pose aussi ces questions-là. On voit bien aussi qu'avec on parlait aussi d'un projet européen où justement effectivement il fallait fermer un maximum de petites entreprises pour laisser la place aux grosses. Et là, c'est vrai que ça commence à durer. Est-ce que, hormis ce rendez-vous, toi que tu as pu avoir, Jacob, est-ce que vous recevez des courriers, des informations vous concernant sur une réouverture prochaine? Est-ce qu'il y a vous pouvez entrevoir un espoir? Il y a quelque chose? Joseph, pardon. Non, hein, moi j'ai vu la ministre. Ils ont rien. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est faire passer le vaccin. Et la réouverture des restaurants, elle se fera qu'avec des gens qui sont vaccinés. Le passeport vaccinal. Voilà. Après, moi, ce que je leur reproche, moi, franchement, j'aurais été le président. Ce que j'aurais fait, c'est au lieu de dire au restaurant, je sais pas moi, au lieu de leur dire 3 jours avant, aujourd'hui vous devez fermer, c'est leur prévenir, bon les gars, dans un mois vous allez devoir fermer à telle heure, et puis anticiper sur ça. Mettez en place un service de livraison, mettez en place la communication pour faire de la livraison, en commençant à embaucher des livreurs. Mais là, en fait, on a été pris de court. Par exemple, il fait son passage télé le 6, le 10, la mesure, elle est applicable et puis on se retrouve comme ça sans rien pouvoir faire. Moi, je pense que on aurait pu s'adapter à toutes ces restrictions si on aurait pu anticiper dessus. Oui, mais ça aussi, ça fait partie du plan, c'est-à-dire dérouter les gens. Voilà. Parce que quand les gens savent ce qui va se passer, si on leur dit, bon voilà, dans 15 jours ceci, dans un mois cela, etc., les gens pensent rationnellement et se préparent. Alors que là, ils sont complètement pris au dépourvu. Ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous annoncer Castex? Donc à chaque fois, c'est la peur au ventre et l'indécision. Et au contraire, ça fait partie, vous savez, il y a quelqu'un qui avait... Naomi Klein qui avait écrit Gouverner par le chaos, quelque chose comme ça, mais ça fait maintenir les gens dans l'indécision et l'incertitude, ça fait partie du moyen de maîtriser un peuple, de le mettre dans un état d'irrationalité, d'incertitude, déstabiliser. Voilà. Et donc finalement le fait de ne pas savoir. Regardez, par exemple, à chaque jeudi, les annonces. On est soumis à la douche écossaise. Chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Mais en fait, ça fait partie du plan. C'est pas qu'ils savent pas. Ils savent ce qu'ils veulent. Mais il faut maintenir les gens dans cet état d'incertitude parce que ça les affaiblit aussi. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez que je m'occupe beaucoup du Moyen-Orient. Bon, je suis plutôt un spécialiste du Moyen-Orient. Les Israéliens occupent la Cisjordanie et il y a des checkpoints, d'accord? Et vous savez ce qui est écrit à l'intérieur des checkpoints?
il y a une phrase, le slogan du checkpoint, on dit aux soldats, il faut ouvrir et fermer les checkpoints, il ne faut jamais donner l'heure aux Palestiniens qui passent. Il ne faut jamais qu'ils s'habituent à ce que les checkpoints ouvrent à heure fixe et ferment à heure fixe. Il faut qu'à chaque jour, quand ils viennent, ils se disent, mon Dieu, est-ce que ça va être ouvert? Est-ce que je ne vais pas perdre 3 heures? Est-ce que je vais rater mon mariage? Est-ce que la marchandise que j'ai va être... C'est une technique pour désorienter et instaurer l'insécurité. Et donc, chaque jour, les Palestiniens sont soumis à cet état d'incertitude quand ils traversent les barrages. C'est exactement la même chose ici avec cette crise, c'est qu'il ne faut pas dire aux gens, c'est pas que Macron ne sait pas, ou le gouvernement, il est indécis, pas du tout. Vous savez, ils ont des psychologues, ils ont des sociologues, ils ont des gens qui sont spécialistes dans la publicité, dans le management des populations, comment les orienter, comment les manipuler, etc. Mais ce sont des spécialistes extraordinaires. Donc ça fait partie du plan. Il faut que les gens soient dans l'incertitude pour les affaiblir mentalement. C'est d'où ma question. Joseph, est-ce qu'ils t'ont pas justement un peu reçu, parce que justement, comme tu faisais beaucoup de vidéos, que tu as eu effectivement une certaine vitrine médiatique, est-ce que c'était pas une manière aussi de te contenir ainsi que les autres en tendant une oreille, en faisant un peu semblant d'écouter, et puis au final de pas forcément trouver de solution assez rapidement finalement, parce que là du coup, qu'est-ce qui en est ressorti de cet entretien concrètement? Il en est ressorti que je dois aller voir Alain Griset, le ministre du Commerce et de l'Artisanat. Et en fait, là, la ministre que j'avais interpellée, Pannier-Runacher, c'est la ministre de l'Industrie. Et en fait, elle, sur le plateau, elle s'est engagée à me recevoir, donc c'est ce qu'elle a fait. Et maintenant, elle, c'est pas son domaine, elle est dans l'industrie, elle est... Maintenant, Mais comme Jacob il dit, s'ils veulent nous déstabiliser, ils y arrivent là. C'est là parce que à peine je m'adapte, par exemple, je m'adaptais au confinement, on nous passait en couvre-feu. Je m'adaptais au couvre-feu, on repasse en confinement. Je m'adapte au couvre-feu à 20h, on nous le fait passer à 18h. Donc c'est vrai qu'on est on est désorienté en fait, on est sonné, on sait plus où mettre les pieds là en fait. On tire un petit peu sur la corde. Est-ce que c'est pas une manière aussi de vous mettre au fond du trou? Parce que tu parlais tout à l'heure des gilets jaunes, et effectivement, c'est vrai qu'il y avait une crainte aussi du gouvernement, que justement, parce qu'il y avait beaucoup de travailleurs, il y a énormément de travailleurs chez les gilets jaunes, il y avait aussi la crainte du gouvernement que les commerçants justement rejoignent les gilets jaunes. C'était à un moment donné, c'était aussi un slogan, c'est commerçants, rejoignez-nous, il faut être unis tous ensemble. Et est-ce que du coup, c'est pas aussi un moyen d'exercer finalement une pression financière, de vous mettre un petit peu au fond du trou pour éviter justement qu'il y ait cette union qui soit faite entre travailleurs, commerçants, qui sont travailleurs aussi, mais du coup plus indépendants. Est-ce que moi je l'ai ressenti un petit peu comme ça. Je sais pas si toi tu as pu percevoir ces choses-là aussi de ton côté. Ce qui est compliqué déjà entre les restaurateurs et les gilets jaunes, c'est qu'en 2009, et même moi je l'ai subi, c'est une perte de chiffre d'affaires lors des manifestations qu'il y a eu des gilets jaunes. Bon, ça, tu l'as vraiment ressenti, toi, de ton côté? Ah ouais, je l'ai ressenti parce que moi je suis dans une zone universitaire, j'ai la fac de droit Lille 2 juste à côté de moi, j'ai le lycée Baggio, j'ai un collège, et quand il y a eu les manifestations, il y avait plus de métro. La fac, elle était en grève, le lycée, il était en grève, et il était bloqué, fermé, il y avait la police, tout ça. Donc, j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires, en sachant que ma clientèle, la plupart, c'est des étudiants ou, voilà. Donc, après, d'un côté, moi, j'ai compris parce que j'ai vu le peuple qui criait. Donc, il y a une partie de moi qui était un peu en colère pour ma baisse de chiffres, mais j'étais aussi d'accord avec les revendications des Gilets jaunes. Bon, cette crise-là, elle est passée, et tout de suite après, on est tombé dans le Covid.
Le problème, c'est que les restaurateurs parisiens, eux, ils ont beaucoup plus subi ces manifestations. Ils se sont retrouvés avec des vitrines cassées, avec des restaurants cassés. Donc, eux, ils veulent pas marcher avec les gilets jaunes. Donc, j'ai essayé à un moment de rallier les groupes de restaurateurs avec les groupes de gilets jaunes. Et des deux côtés, ça marchait pas, en fait. Donc, et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo à un moment sur que si on voulait gagner un combat contre le gouvernement, c'est qu'il fallait mettre nos fiertés mal placées à la poubelle et puis notre orgueil, tout le passé à la poubelle et puis marcher main dans la main ensemble une bonne fois pour toutes. Mais que ce soit du côté des gilets jaunes ou du côté des restaurateurs, c'était vraiment compliqué de les mettre ensemble. Et encore maintenant. Et encore plus maintenant même. Encore plus maintenant. Ouais. Encore plus maintenant. Est-ce que toi, parce que on va y venir très 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 rapidement, le passeport sanitaire, est-ce que tu es pour ou contre, toi, moi, le passeport sanitaire, le chantage, le passeport sanitaire, déjà, c'est illégal, sur le sens où il y a le secret médical. À partir du moment où je dois dire si je suis vacciné ou pas vacciné à quelqu'un dans la rue ou alors à un commerçant, là, ça atteint ma liberté, ça atteint le secret médical. Donc, après, moi, le vaccin, je suis pas pour. Moi, je suis pour des produits naturels pour me soigner. Moi, je suis sportif. À la base, je mange sainement. Et donc, je suis pas pour les antibiotiques, je suis pas pour les vaccins. Donc, plus pour les anticorps. Je suis pour le naturel. Ouais. Donc le vaccin, moi je suis contre. Le passeport vaccinal, je suis contre et moi je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que tu penses que ça va pas être un moyen d'exercer une pression justement via les restaurateurs, enfin pas que les restaurateurs ou le milieu de l'hôtellerie, hein, même la culture en général, hein, que ce soit les cinémas, que ce soit d'autres choses, les musées, peu importe. Mais est-ce que tu penses pas qu'il va y avoir justement ce chantage au passeport vaccinal vont exercer forcément sur certains restaurateurs qui vont même eux-mêmes inciter les gens à se faire vacciner pour qu'ils puissent. Mais là, ça y est, là. Ça y est, déjà, on commence là, déjà. Ça y est, on y est, là. Ce cap-là, il est déjà passé. Les syndicats, ils ont validé ce passeport vaccinal. Les restaurateurs, ils sont OK pour. Et ça y est, c'est bon, on est dedans. Là. Donc, il y a une majorité de restaurateurs qui sont pour toi? Ah, ils sont dedans. Hein. Ouais, ils sont dedans. De toute façon, c'est soit ça, soit la révolution. Et ils veulent pas faire la révolution. C'est vrai qu'il reste pas beaucoup de choix, effectivement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jacob? Sur le passeport? Le passeport vaccinal, le fait qu'il y ait cette acceptation qui soit faite? Ça fait partie du plan. C'est-à-dire, d'abord, on a empêché les traitements. Il existe des traitements. Enfin, quand il y a des médecins, là, tout à l'heure, sur François, j'ai entendu un médecin connu et qui a parlé des traitements. Donc, on a interdit les traitements. Deuxièmement, est-ce que vous avez jamais entendu dans les médias de dire aux gens, écoutez, prenez de la vitamine D, prenez du zinc, prenez de la vitamine C, ce sont de très bons éléments qui renforcent l'immunité. Jamais on ne le dit. On est même allé jusqu'à BFM, on a dit aux gens, attention, ne prenez pas la vitamine D. Vous imaginez? Oui, le soleil. C'est terrible. C'est-à-dire, on a tout fait pour dire aux gens, il n'y a rien que le vaccin. Et ce vaccin, en 3 mois, un vaccin miracle. Enfin, je veux dire, comment il s'appelle le professeur Raoult, il a dit, j'ai oublié son expression, c'est une espèce un coup de dé, quoi, voilà. Donc, et pourtant, le professeur Raoult n'est pas anti-vaccin en plus. Hein. C'est que lui-même n'est pas anti-vax. Pour qu'il dise ça, c'est que voilà, il y a des raisons justifiées. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je disais, il faut déstabiliser les gens. Regardez tout ce qu'on a dit sur le passeport vaccinal. D'abord, on a dit, non, il n'est pas question, la vaccination ne sera jamais obligatoire, etc. Et petit à petit, en fait, vous savez, s'il y a 1 an, on nous avait dit qu'on allait en arriver là au bout d'1 an, il y aurait une révolution. Mais on amène les gens par la peur, par l'habitude, au fur et à mesure. Et donc, finalement, je pense qu'ils arriveront à mon avis, ils arriveront à leur fin. Parce qu'il y a des gens qui en ont marre. Moi, je vois dans les gens font des queues énormes
pour aller se faire vacciner parce qu'ils y croient ou parce que de toute façon ils n'entendent pas d'autre voix que ça, à moins d'aller sur les réseaux sociaux où les complotistes, où règnent les complotistes, et donc finalement ils n'entendent que cette voix-là, et ils vont, enfin, peut-être qu'ils vont y arriver, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je pense qu'il y a des chances qu'ils y arrivent, voilà. Après, ce n'est pas gagné. Je ne crois pas que ça soit gagné. En 2009, ils ont échoué avec H1N1. Bon, peut-être que cette fois, je ne sais pas. D'ailleurs, on a encore Roselyne Bachelot qui s'est remis dans. Il est certain qu'on voit leur plan se dérouler au fur et à mesure. Voilà. Et le passeport vaccinal ou le pass sanitaire, comme on veut l'appeler, il fait partie de leur plan. Voilà. On voit bien, hein, d'ailleurs, c'est en Israël que ça a commencé en Israël. Hein. Oui, oui. Et ça s'étend maintenant à l'Europe, essentiellement. Cette obsession qui, on le voit, c'est-à-dire que que tous ces pays qui appartiennent à ce groupe de l'Occident, de l'OTAN, partagent plus ou moins, regardez ce qui se passe au Canada, etc. Donc, tous ces pays qui pratiquent le même cheminement, c'est que il y a un chef d'orchestre quelque part derrière. Et on n'entend pas, et non seulement on n'entend pas les voix discordantes, mais à chaque fois qu'il y a une voix discordante, et enfin on le traite, enfin je vais dire, traiter des professeurs qui ont une carrière extraordinaire de charlatans, on n'a jamais vu ça. Donc c'est vraiment une politique d'insultes et de répression contre tous ceux qui osent. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de médecins, vous savez, par exemple Louis Fouché, il avait dit qu'à Marseille, à l'hôpital, bon, il connaît des soignants ou des médecins qui vont se vacciner parce que, ou bien qui n'osent pas exprimer leur opinion. Vous imaginez, on est en France au 21e siècle, en 2021, et des médecins n'osent pas s'exprimer. J'ai vécu au Maroc. Bon, j'ai vécu sous la dictature de Hassan II, donc je sais ce que c'est une dictature. Et qu'on en arrive là, en France, après, je sais pas, 2 siècles et demi de lutte pour la démocratie, et qu'on ait des professeurs, des médecins qui n'osent pas s'exprimer, qui ont peur de s'exprimer. Vous imaginez où on en arrive? Ça veut dire qu'ils ont instauré un système de terreur sur les journalistes, sur les scientifiques, sur les médecins, pour arriver à leur fin. Voilà. Et malheureusement, on assiste à ça. Voilà. Complètement, même l'ordre des médecins, d'ailleurs, sanctionne. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu une femme médecin, enfin c'est incroyable, dire voilà, moi j'ai 60 ans, je m'en fiche. Je suis prête à être radiée de l'ordre des médecins, mais j'ai soigné avec l'ivermectine et j'ai eu des résultats extraordinaires. Vous savez, il y a des gens, mais Estrosi, le maire de Nice, il a eu le Covid, il a été soigné avec l'hydroxychloroquine et il l'a dit ouvertement à la télévision. Il a dit au bout de 2-3 jours, c'était fini. Et quand on a un médicament comme ça, pourquoi on empêche les gens de l'avoir? Pourquoi on interdit aux médecins de le prescrire? Enfin, c'est quand même hallucinant. C'est que c'est la première fois qu'on interdit à des médecins, c'est anticonstitutionnel. C'est la première fois qu'on interdit à des médecins de prescrire le médicament dont ils ont envie de prescrire. C'est une garantie constitutionnelle. Donc, si on arrive jusque-là, c'est qu'il y a des trucs derrière, voilà. On ne va pas me dire que… C'est un médicament qui avait déjà été utilisé à maintes reprises, déjà, même pour les militaires français. Ouais, voilà. C'est quand même assez incroyable. Et d'ailleurs, Agnès Buzyn l'avait interdit. Hein. Oui. Il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que c'était au mois de janvier dernier, du coup, pas longtemps après, quand on nous parle du Covid. Ouais, c'est quand même assez incroyable. C'est vrai que c'est des questions, en tout cas, qu'il faut peut-être se poser. Mais c'est vrai que malheureusement, comme tu l'as dit, Jacob, à la télévision,
c'est des choses sur lesquelles il n'y a aucune transparence vraiment enfin, ce discours-là, en tout cas, il est effectivement tout de suite mis de côté, où voilà, les gens qui osent parler sont traités de complotistes, sont voilà, tout de suite diabolisés. On est en train c'est la méthode, hein. de perdre. Vous savez, l'Occident a mis 2 siècles et demi, ou 3 siècles quasiment, si on part des Lumières, 3 siècles pour arriver à un État, disons, bon, un État de droit, à une démocratie représentative, avec ses défauts, ses faiblesses, etc. Mais là, en un an, on assiste à une perte incroyable de pratiquement tout ça. On vit sous état d'urgence, on va dorénavant être surveillé par des drones, on est contrôlé, enfin, je veux dire, on est emprisonné chez soi, on a perdu les libertés d'aller et de venir, la liberté de commercer, la liberté de gagner sa vie. Mais c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, il faut se poser cette question existentielle, civilisationnelle. Où va l'Occident? Enfin, je veux dire, où allons-nous? C'est incroyable. Je veux dire, on assiste à un changement même de civilisation. On rentre dans une espèce de dictature de lavage de cerveau qui est fantastique. Voilà, malheureusement, enfin, il faudrait peut-être, sont des problèmes qu'il faudrait se poser au-delà. C'est-à-dire, le problème des restaurateurs, des cinémas, etc., ce sont les étapes qu'on a franchies pour arriver à cette dictature. Et regardez, par exemple, dans tous les pays où cette dictature s'exerce, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'opposition politique. En France, où est l'opposition politique? Elle n'existe pas. C'est-à-dire, tous les partis qui sont au Parlement votent, en tout cas acceptent la dictature sanitaire. La plupart, les partis politiques et même les syndicats. Hein. Même les syndicats. Donc, en fait, et en Allemagne, c'est pareil. Au Canada, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a une espèce, les oligarchies mondiales, c'est là où on voit, enfin, il y a quand même quelque chose, parce que d'habitude, il y a un gouvernement, une opposition. Voilà. Mais où sont les partis de gauche? Où sont les syndicats qui défendent les ouvriers? Mais rien du tout. Tout le monde marche main dans la main. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Joseph, par rapport aux syndicats, est-ce que toi, t'as pu discuter avec certains d'entre eux? Non, mais après, pour en revenir à ce qu'il disait Jacob, hein, là, aujourd'hui, on arrive à un stade où même si le président, là, ce soir, il fait une annonce et qui dit, bon, bah, je vous ai tous menti, et en fait, c'est voulu, c'est volontaire de ma part d'avoir mis le Covid, c'est pour détruire le pays. Là, on est arrivé au stade où bah, y a personne qui va rien faire, en fait. C'est ça le truc. C'est ça qui est grave, en fait. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on le sait, on le ressent, c'est notre instinct, c'est même les choses, et on ressent que c'est une escroquerie, en fait. Il y a une part de moi qui rejoint Jacob, on ressent l'escroquerie, ça sent, mais il y a personne qui fait rien. Et s'ils nous le disent clairement, bah, il y a personne qui va rien faire, en fait. Et c'est ça le problème. Il y a l'arnaque du Covid. Le Covid a disparu. Il n'y a plus le Covid. On entretient une peur, c'est illusoire. Vous savez, Salim Laibi fait des vidéos. Et dans ces vidéos, il cite souvent le réseau Sentinelle. Bon, c'est quoi le réseau Sentinelle? C'est 1200 médecins et pédiatres qui sont choisis, sélectionnés depuis 20 ans, et ils envoient une fois par semaine leur rapport au ministère de la Santé. Voilà, nous avons eu, mais depuis 7 à 8 semaines, les nombres de Covid est presque égal à 0. D'accord? Ça, c'est le réseau Sentinelle, c'est-à-dire c'est officiel. Donc, on nous raconte des bobards, c'est-à-dire, on nous dit il y a des cas. On nous dit, vous savez, moi je ne suis pas scientifique, mais je me souviens que le professeur Raoult avait dit une chose. Un variant, lorsqu'il est, par exemple, on dit que le variant, il est terriblement contagieux.
Mais ce qu'on oublie de poursuivre, c'est que un virus ou un variant qui est très contagieux, il est très peu dangereux. Parce qu'un virus qui est très contagieux et très dangereux, c'est comme comment s'appelle en Afrique, là, qui a fait des millions de morts. J'ai oublié le nom. Enfin, Ebola. Et voilà, Ebola, voilà. Ça, c'est. Alors que les virus, ils ont ceci de particulier, ça je le tiens du professeur Raoult, c'est que quand il est dangereux, il est très peu contagieux. Enfin, heureusement, sinon ça serait du Ebola. Et quand il est très contagieux, il est très peu dangereux. Donc, mais on nous raconte, on met dans l'inconscient des collectifs du peuple, on lui dit comment dire, le variant anglais est très contagieux. C'est vrai. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que plus il est contagieux, moins il est dangereux. Et donc, même sur le plan scientifique, on n'ose pas, enfin, on ne dit pas la vérité aux gens. Les gens ont l'impression qu'on est dans une panique totale. Regardez les courbes. Combien il y a de morts? Voilà. C'est ça le truc. On ne parle plus de morts. Voilà. Pour en revenir un petit peu au passeport vaccinal, Joseph, toi, dans ton restaurant là, par exemple, là, si donc ce passeport est imposé, est-ce que toi, en tant que restaurateur, en tant que patron, tu accepteras quand même des personnes non vaccinées, par exemple? Bah non, mais de toute façon, moi, j'arrête la restauration. Là, j'ai vendu tout le matériel du restaurant et ça y est, j'arrête. Là, je me reconvertis que dans l'alimentation générale, en fait. Épicerie, alimentation générale. Moi, c'est bon. Ils t'ont dégoûté, là. J'arrête la restauration. Là, ils t'ont dégoûté. C'est suite à tout ça ou c'était déjà un projet Ah non, bah c'est que j'ai pas l'argent pour tenir les deux boutiques en vie le temps de la crise. Donc, j'ai dû faire un choix. Et le choix entre l'alimentation générale et puis le restaurant, il est vite fait, en fait. Ok, bon, d'accord. Donc, mais que là, toi, tu vois l'avenir finalement par cette fermeture, quoi. Enfin, tu vas passer par cette Bah, fermeture. Bah ouais, là, ouais, je vais faire une alimentation générale à la place, en fait. Là, j'ai tout vidé. Je vais refaire les travaux, mettre des étagères, tout ça. Je vais faire une alimentation générale. D'accord, ok. Bon, et la plupart, toi, de tes confrères restaurateurs, du coup, quelle est l'ambiance de leur côté? Tu penses que voilà, ils seront fermés aux non-vaccinés, enfin, comment ça va se passer? Bah, moi, j'en connais beaucoup qui se sont suicidés parce que au passage dans les médias que j'ai fait, bah, j'étais en contact avec beaucoup de restaurateurs. Il y en a beaucoup, ils se sont donné la mort. J'étais au téléphone avec eux 4, 5 jours avant et puis bah, ils se suicident dans leur restaurant, ils se sont pendus, ils ont foncé dans un mur en voiture. C'est donc Ouais, c'est entre les vrai. suicides et les dépressions et ceux qui doivent se retrouver à travailler à l'usine pour payer le loyer de leur restaurant, bah Et c'est ça, c'est les disparités dont tu nous parlais tout à l'heure, hein, où tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Hein. C'est que effectivement les petits commerces, effectivement, ils crèvent la bouche ouverte, ou alors, enfin, ils sont obligés d'aller ouais, travailler à côté, d'avoir un double emploi qui n'est Justement, pas le Joseph, comment? Il y avait une restauratrice du Nord qui est passée sur Sud Radio. Je n'ai pas retenu oui, c'est son nom. Katia, c'est Katia, Voilà. Et qui ouais, travaille à l'usine. Et son exactement. restaurant est fermé. Et donc, elle est obligée de travailler à l'usine pour survivre. Enfin, en Bah, attendant. c'est d'elle que je parle, c'est Ah de oui, Katia d'accord. que je parle. Ah oui. Ouais, ouais, c'est ça. Là, elle travaille à l'usine, elle en peut plus. Voilà. Elle a 50 ans. Elle a quel âge, Katia? Elle a Oui, elle 50, a l'air 50. d'avoir à peu près 50 ans. Voilà. Là, elle se retrouve à travailler à l'usine. C'est pas possible. Elle va pas bien. Ouais, ouais. Moi, ça va, je suis jeune, j'ai 33 ans, je suis pas quelqu'un de suicidaire, mais quelqu'un d'autre à ma place, il se serait suicidé, je Ouais. pense. Il y en a eu beaucoup, oui, effectivement. Il y en a eu beaucoup, et d'ailleurs, on n'en parle que très peu. Hein. Moi, la, Bah, ils en la parlent pas, plupart hein. du temps, très très peu, très très peu. Je pense qu'ils ont dû faire parler peut-être d'une victime. Moi, en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, sur les réseaux j'ai un peu plus, il y a un peu plus de transparence sur ces cas-là.
C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Maintenant, justement, ouais, effectivement, toi, t'es pas suicidaire. Après, il y a ceux qui, effectivement, sont peut-être un petit peu plus faibles, qui n'ont pas forcément, voilà, eu la possibilité d'envisager autre chose que cette porte de sortie. Comment est-ce que là, vraiment dans la restauration, toi, tu entrevois un peu l'avenir, la suite là, comment est-ce que tu perçois les choses Bah là, on de ton arrive fort intérieur? si je peux donner un conseil à celui qui est dans la restauration et qui n'a pas le choix que de rester dedans, en fait, Macron, il l'avait averti, hein, son mandat, c'était l'ubérisation. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait parlé de Si, si, l'ubérisation. si, si. Et en fait, là, on est en plein dedans, en fait. Là, on est en plein transit, on est en plein. Maintenant, c'est la livraison à domicile et c'est le digital. Tout se passe sur la vente sur Internet, en livraison à domicile. Et je, et je pense que la vente à emporter et puis le sur place, ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes, ça va s'étouffer au fil des décennies et on va rester, on va rester vraiment sur de la livraison et les gens, ils vont plus sortir de chez eux, quoi. On va changer vraiment notre manière de consommer, tu penses là vraiment? Moi, Bah, je c'est pense, aussi un peu le constat que je m'en suis fait, hein. Bah, de toute façon, on l'a vu déjà même, là tu parlais d'ubérisation avec Uber Eats, Deliveroo, il y a aussi Amazon maintenant aussi, hein, c'est ça. qui tourne à plein régime, hein. D'ailleurs, la crise, à qui profite la crise, elle a énormément profité à ces gros groupes, hein. Bah, Amazon, c'est ça. ils se sont enrichis comme jamais, quoi. Bah, Donc, c'est ça. ouais. Donc En, ouais, c'est un constat un peu amer quand même. C'est un bah, en constat un fait, peu faut amer s'adapter. parce que La ouais. livraison, ça marche très bien. Mais quand on est pris de court, on nous laisse 3 4 jours pour s'adapter à la livraison, c'est pas possible. Mais il y en a, là, ils ont rouvert là pendant la crise, ils ont acheté un restaurant pendant la crise, ils font que de la livraison et ils gagnent très très bien leur vie. C'est pour ça qu'il y a les restaurateurs, les commerçants, c'est vraiment divisé. Il y en a, ils se font plein d'argent grâce à ça, et il y en a, ils sont en train de tout perdre à cause de ça. Mm, mm, mm. Que ce soit d'ailleurs les restaurateurs, que ce soit même les discothèques, hein, c'est pareil, hein, c'est qui rencontrent aussi ce problème, ceux qui ont investi et ceux qui avaient déjà des discothèques avec des fonds derrière, effectivement, qui peuvent tenir encore quelques mois, qui même gagnent de l'argent derrière tout ça. Donc ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de disparités au niveau du milieu là. C'est compliqué. C'est Ben, compliqué. on va plus retrouver la même, on va plus retrouver la même France, hein, ça va plus, Ah oui, même quand ça va rouvrir là, ce sera plus pareil. Ce sera, en tout cas sur le point au niveau des commerces et des restaurants, ce sera plus jamais pareil. Jacob, tu voulais dire quelque chose? oui, non, non, vous savez, des fois, enfin, moi j'aime beaucoup enfin, j'aimais beaucoup aller au cinéma. Bon, donc, comme on est confiné, enfin, des fois je regarde des films français des années 60, 70, et je vois tout ce monde dans les cafés, et je fais tout de suite la remarque, je me dis, voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne verra plus. Ah non. C'est-à-dire que cette vie avec Yves Montand, là, Jean-Paul François et les autres, enfin, tous ces films des années 70, où les gens allaient déjeuner. Enfin, par exemple, à Paris, tout le monde avait des tickets restaurants, etc. Tout le monde allait au restaurant déjeuner. Il y avait la coupure, il y avait cette vie extraordinaire dans les cafés, dans les restaurants. Et je me fais la remarque, je me dis, voilà, ça, c'est le passé. Voilà, c'est-à-dire, moi, j'ai connu cette Ouais. vie, bon, parce que je suis un peu âgé, mais voilà, je pense pas que ça reviendra. Ouais, Non. en tout cas, ça sera très atténué parce que le coup porté, je ne pense pas que vraiment on reviendra à 100% à ce qui était avant. Voilà. Il y aura des dégâts de toutes les façons. Voilà. Ça laissera Il des traces. restera des lésions, ouais. Voilà. Et C'est-à-dire des C'est un que, peu nouvelles comme habitudes. pardon. des nouvelles Et habitudes, ouais. Oui, voilà. des- Macron aura réussi, mettons, même si l'oligarchie mondialiste n'aura pas réussi à 100%, mais ils auront réussi à 30 ou 40%, voilà, ou 50%. Ouais, on voit bien de toute façon même les distanciations sociales, effectivement, là, Oui, avec l'excuse du virus. Mais on voit bien que mais de toute manière, j'ai entendu. Il y a quelqu'un qui a remis le discours de Castex. Enfin, moi, je ne l'entends pas, mais il y a quelqu'un qui a remis il y a 2 jours. Et Castex a dit textuellement, enfin, je veux dire, c'est incroyable. Il a dit
eh bien, il faut maintenant qu'on prenne de nouvelles habitudes, qu'on se voit de moins en moins, qu'on se parle de moins en moins, qu'on s'invite de moins en moins, qu'on soit de moins en moins nombreux. Vous imaginez le Premier ministre dire aux Français, maintenant, voilà, bon, la vie sociale, bon, c'est fini. C'est ça. Hein, voilà, ça y est, c'est fini les fêtes. Vie sociale inexistante. Voilà. Et donc, mais ça, c'est terrible. On est en train de mettre dans la tête des gens que, ben voilà, il faut passer à autre chose. Voilà. Alors, quelle solution pour vous, messieurs? Qu'est-ce que vous auriez à proposer pour sortir justement de ce plan machiavélique? Parce que ça, c'est des plans vraiment machiavéliques, il n'y a pas d'autre nom. Comment, voilà, là, se résigner, essayer peut-être voilà. Moi, c'est pas de ma nature non plus. En fait, il y a des formes de résistance. Il y a des formes de résistance qui ont commencé en France. Bon, c'est-à-dire, il y a des collectifs d'avocats, il y a des collectifs de médecins. Moi, je crois que les combats solitaires sont voués à l'échec. Donc, moi, je suggère que, enfin, en tout cas, moi, je vois des collectifs d'avocats, etc. Moi, je suggère, par exemple, aux restaurateurs, enfin, c'est juste une suggestion, des restaurateurs, parce qu'on a Joseph avec nous, c'est de créer des collectifs, c'est-à-dire, enfin, d'essayer de se regrouper à 50, puis 100, puis avec Internet, c'est facile. Essayer de créer un groupe qui partage les mêmes idées, les mêmes ambitions, etc. Quitte à s'adjoindre les conseils d'un avocat, et même élargir, ou prendre contact avec, par exemple, mettons, je pense à Louis Fouché, par exemple, qui a lancé des idées de création de groupes à travers la France. Donc, s'adjoindre de tels groupes, et puis avec les restaurateurs, etc., et créer des centres de résistance. Voilà. C'est-à-dire, quand on est 20, quand on est 50, quand on est 100, quand on est 5000, ben, on voit les choses différemment. C'est-à-dire, on se soutient, on crée des pôles de résistance. Et donc, moi, je suggère, par exemple, à Joseph, enfin, de créer des pôles de résistance. Même s'il fait comment dire, un magasin, ben, on peut toujours, même dans une ville, on peut créer un réseau dans une ville, par exemple, un réseau où on va chercher comment dire, des produits, on se partage des choses, on se soutient mutuellement, etc. Donc, je pense que l'avenir, enfin, en tout cas, les formes de résistance qui peuvent avoir une certaine efficacité, ce sont ces groupes locaux de résistance. Voilà. Ok, donc dans plusieurs villes de France, du coup, se regrouper et avec finalement après un discours un petit peu plus national. On parle oui. Après tout, pourquoi pas, mais disons déjà au niveau local, se regrouper par affinité, par intérêt, etc. Et puis après s'élargir. Après tout, on peut faire une action commune avec d'autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est que ça facilite quand même les choses. Tu l'entends comme ça aussi, Joseph? Tu comprends un petit peu le point de vue là de Jacob? Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Ce serait bien d'en rediscuter par la suite, Jacob, si c'est possible. Mais, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. De toute façon, on se refera un petit live parce que du coup, toi Jacob, là, Joseph, pardon, excuse-moi, tu es en train de bosser aussi ce soir là, donc c'est pas. Là, j'ai beaucoup de livraisons en attente là. Ouais. Ça marche. Bah, c'est pour ça, on va peut-être s'arrêter là ce soir. C'était en tout cas un très très bon échange. C'était important de le faire. Moi, je suis content en tout cas de l'avoir fait avec vous, messieurs. Et on pourra remettre ça en place avec grand plaisir. On va te laisser finir de travailler ce soir. Merci. Hein, en te souhaitant bon courage. Ok. Merci à vous. Quand vous voulez, c'était super. C'était super. Avec grand plaisir. De toute manière, on est en contact. Hein, voilà, on se tient. Et puis à la prochaine. Hein. Salut Jacob. Bonne soirée à vous. À très très bientôt. Au revoir. Salut à toutes et à tous. Salut. Et puis il faut surtout pas se décourager. Hein. Non, jamais. On va garder la force. On en a vu d'autres. Voilà, exactement. Allez, salut ciao. Jacob, bonne soirée. Ciao, bonne soirée.
Voilà, hein, cette émission est terminée. Donc Joseph Bouet et Jacob Cohen, un superbe échange ce soir, très très intéressant, c'était constructif. Je vous donne rendez-vous très très bientôt sur le micro papillon. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Salut.